bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. On va entrer un peu plus dans le concret. On a eu une vision très macro, civilisationnelle quasiment, une vision un peu plus théorique. Je voudrais peut-être, pour commencer, savoir qui parmi vous a déjà utilisé ChatGPT ou une autre des IA comparables, Claude ou Perplexity ou que sais-je. Levez la main. Ouais, quasiment tout le monde. Bon, peut-être que je vais laisser ma place, alors c'est peut-être pas... non, en fait, je pose cette question parce qu'on s'aperçoit que l'IA est évidemment un sujet de société, de débat aujourd'hui, mais que finalement, pas tout le monde ne s'y est frotté. Et je pense que pour se faire une bonne idée de ces sujets-là, eh ben, il faut aussi passer du temps à se frotter à ces sujets-là. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques clés, quelques trucs et astuces sur la manière de parler avec ces objets un peu étranges que sont les intelligences artificielles. Thomas a donné quelques clés de compréhension tout à l'heure, et une des conséquences de ce qu'il a expliqué sur le mode de fonctionnement des grands modèles de langage, c'est que certes, ils sont entraînés pour générer du langage qui ressemble au nôtre, mais leur compréhension, leur expression, leur fonctionnement n'est pas toujours exactement le même que le nôtre. Et donc, il faut essayer d'avoir quelques clés de compréhension, et ça se fait par l'habitude. Donc, vraiment, mon premier conseil, c'est tester, expérimenter, passer du temps avec ChatGPT, avec Claude, avec d'autres encore, avec Mistral, avec... chacune a ses points forts et ses points faibles. Et comme on est au stade Vélodrome, je vais filer une métaphore pas très subtile, parce que je vais vous parler de football. Finalement, parler à une intelligence artificielle, c'est parler à quelqu'un qui n'a pas de contexte, qui n'a pas vraiment de connaissance ou de compréhension de ce dont vous voulez lui parler. Donc c'est un peu comme si vous vouliez expliquer le foot à quelqu'un qui n'a jamais vu un match. Donc il va falloir commencer par le début et être assez pédagogue avec lui. Et puis, finalement, il existe aussi différents assistants, différents outils. ChatGPT, on en a parlé, qui est plutôt un outil assez polyvalent, comme Dimitri Payet, par exemple. Claude, qui est plutôt précis, structuré. C'est un peu le Zinedine Zidane de l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler de Perplexity, qui est plutôt un chercheur infatigable qui va aller récupérer plein d'informations, les structurer. C'est un peu le Gattuso de l'IA. Donc là, c'est à vous de voir avec lequel vous vous entendez le mieux pour le type de tâche que vous allez faire. Quel est le joueur qui va être votre numéro 10 et qui va aller faire la différence dans votre équipe. Alors concrètement, comment faire ? D'abord, quelques principes de base à connaître. Le premier principe, je pense qu'il est très important, c'est soyez spécifique. Lorsqu'on communique entre humains, on a tendance à ne pas toujours être très spécifique, parce que nous sommes des êtres qui sommes très bons à appréhender le contexte, même lorsqu'il est implicite. Lorsqu'on échange, vous et moi, il y a plein de contextes qu'on n'a pas besoin d'expliciter. On sait qu'on est aujourd'hui ici pour une conférence, que je vais vous parler en tant que conférencier, que si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, vous savez que vous êtes à Marseille, etc., etc. Tout ça, ChatGPT et les autres ne le savent pas. Et donc, si vous voulez qu'ils le prennent en compte, il va falloir l'expliciter. Donc, si vous dites à ChatGPT, par exemple, parle-moi de l'OM. Bon, ok, je vais dire... Parle-moi de l'OM, avec une petite typo. Hop. ChatGPT va vous parler de l'OM, mais en fait, comme vous ne lui avez rien demandé de spécifique, il va vous faire un espèce de mash-up de la fiche Wikipédia de l'OM, qui est plus ou moins intéressant. Mais dans tous les cas, c'est peut-être pas ce que vous cherchez. Et peut-être que si vous voulez pouvoir briller en soirée, même si, en fait, comme moi, vous en fichez un peu du foot, et que vous voulez faire semblant d'avoir quelques connaissances, vous allez poser une question plus précise et vous allez lui dire, hop, voilà, vous allez lui dire, décris les 3 plus grandes victoires européennes de l'OM en détaillant le score, l'année et les buteurs. Comme ça, là, vous aurez
des faits précis à placer tout à l'heure au cocktail ou en soirée. Hop, alors, je ne sais pas si on voit le résultat. Voilà. Donc là, voilà, vous avez les résultats. Bon, évidemment, le fameux OM contre Milan. Mais il y en a d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai préparé cet atelier, c'est pas les mêmes matchs qu'il m'a donné. Hein. Il y avait l'OM AC Milan, mais les deux autres étaient des matchs différents. Ce qui vous montre que, comme Thomas le disait tout à l'heure, ce ne sont pas des machines déterminées. Ce sont des machines probabilistes. Elles jouent au dé à chaque fois que vous leur posez une question. Et donc, il va vous donner des résultats qui peuvent varier. C'est important de le garder en tête. Autre principe important, je vais faire une nouvelle demande. Hop, voilà. Il faut lui donner du contexte, c'est ce que je lui disais. Si vous êtes chez vous en train de regarder un match et vous lui dites, tiens, allez, ChatGPT, analyse ce match. Il va vous dire, vous êtes bien gentil, mais je ne sais pas de quel match vous me parlez. Donc, ça va pas le faire. Donc, il va falloir lui donner beaucoup plus de contexte. Et donc, on va lui faire, par exemple, ce petit prompt. Voilà, là, il ne sait même pas si on parle d'un match de foot ou d'autre chose. Donc, on va lui dire, en fait, tu es un analyste tactique et tu vas me parler du système de jeu utilisé par l'OM lors du match contre le PSG, le 31 mars. Et là, il va vous donner des éléments, alors plus ou moins certains. Un élément important à avoir en tête, par exemple, c'est que certains outils ont la capacité d'aller chercher des informations sur Internet. C'est le cas de ChatGPT, même s'il ne le fait pas systématiquement. Parfois, il le fait, parfois, il ne le fait pas. Il va vous l'indiquer quand il va aller faire une recherche sur Internet. D'autres outils n'ont pas cette capacité. Par exemple, Claude n'a pas la capacité à aller faire des recherches sur Internet, donc il va uniquement s'appuyer sur ce qu'il pense avoir mémorisé lors de son entraînement, qui peut être assez imprécis. Donc, à garder en tête. Et donc, attention aux hallucinations. Thomas, on a dit un mot tout à l'heure, mais en fait, l'IA, c'est parfois un peu comme un commentateur, un soir de match un peu chaud qui s'enflamme trop vite et qui commence à partir en live, comme on dit à Marseille. Et donc, l'IA, elle peut très bien inventer des scores de match, des transferts qui n'ont jamais eu lieu, etc. Malheureusement, il n'existe pas aujourd'hui de solution parfaite à ce problème-là. C'est évidemment un sujet de recherche très actif, mais personne n'a encore trouvé la solution dans 100% des cas. Et d'ailleurs, ce n'est pas un bug, c'est une feature de ces modèles-là. Ils sont faits pour inventer du texte, donc ils inventent des choses, et parfois il se trouve que ce qu'ils inventent est vrai. Une manière néanmoins de limiter un peu la casse ou le risque, c'est d'utiliser des outils qui vont aller faire des recherches sur Internet, comme ChatGPT ou Perplexity par exemple, qui vont essayer de faire ça. Donc là, par exemple, je vais utiliser la version professionnelle de ChatGPT. Donc là, la version que je vous montrais jusqu'à présent, c'était la version gratuite. Là, je vous montre une version payante. Et là, vous voyez, je clique sur ce bouton pour lui dire explicitement « Je veux que tu ailles faire une recherche sur Internet ». Et là, je vais lui poser une question en disant parmi Papin, Waddle, Francescoli, qui a marqué le plus de buts pour l'OM en 89. Et là, vous voyez, il met « Recherche sur le web ». Il va aller faire sa petite recherche. Il nous cite ses sources. En l'occurrence, c'est Wikipédia. Donc, a priori, c'est une source fiable. Et là, on sait que c'est Papin qui a été le meilleur buteur cette année-là, avec 30 buts en championnat. Et là, on peut avoir raisonnablement confiance dans le fait que c'est exact. On peut d'ailleurs s'amuser à lui faire une demande un peu plus conséquente. Et on va lui dire, par exemple, récupère le détail des buts marqués par les joueurs de l'OM. Il y a plein de fautes de frappe, mais ce n'est pas grave, il devrait s'en sortir quand même. Au cours de l'année
civile 1989. Alors je lui dis l'année civile parce que quand je lui dis juste 1989, des fois il me donne la saison 88-89, des fois la saison 89-90. Donc là je vais être précis, je vais dire l'année civile 1989 et faisant un tableau. Donc là, au passage, on voit un autre conseil utile, c'est de spécifier quelle forme on veut que le résultat prenne. Donc si j'ai besoin d'un tableau, ben, je lui dis, voilà, fais-en un tableau. Vous voyez que là, il me donne une réponse. Alors au passage, pareil, là, lorsque j'ai fait la préparation de cet atelier, il m'a donné des résultats différents. Donc il faudrait aller voir pourquoi précisément, mais visiblement, c'est pas fiable. Donc en fait, la leçon à en tirer, c'est quand vous voulez des faits précis, bah, les chatbots ne sont pas toujours la bonne solution. Allez sur Wikipédia, allez faire une recherche Google. Il y a des outils qui sont faits pour ça. Ce type d'IA n'est pas fait pour ça. Je voudrais aussi vous montrer quelques techniques un peu plus avancées, qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui peuvent être dans certains contextes très utiles. Notamment une technique qui s'appelle la génération structurée. Qu'est-ce que ça veut dire la génération structurée? Thomas l'a dit tout à l'heure, les LLM, les grands modèles de langage, sont des machines à générer le prochain mot ou le prochain token, comme on dit dans le jargon. Et ils sont plutôt entraînés pour générer du texte libre qui n'a pas de forme particulière. C'est plutôt du texte tel qu'on peut le trouver sur le web, etc. Mais on peut aussi contraindre ces modèles à générer du texte sous un format qu'on va définir par avance. Par exemple, parce qu'on veut ensuite que ce format soit analysé par un programme, soit utilisé par un programme, et donc que ce soit ce qu'on appelle lisible machine, donc plutôt destiné à être lu par une machine que par un humain. Et donc, par exemple, je vais lui dire, en fait, je veux que tu... je vais lui faire... je vais lui faire un nouveau chat. Et imaginons que je veuille récupérer des informations sur un match avec de l'analyse tactique, mais structurée d'une certaine manière, parce que derrière, par exemple, ça va venir alimenter un site web. C'est pas ça. Pardon. Voilà, ça va venir alimenter un site web, donc je vais lui dire analyse le match OM-PSG du 31 mars dernier et présente le résultat sous cette forme. Et là, je vais lui donner un exemple de la forme que je veux que ça prenne. Pardon, c'est pas ça. Mince. Pardon. Il y a un petit peu entre mes deux écrans. Voilà. Hop. Donc, je recommence. Analyse le match OM-PSG du 31 mars dernier et renvoie le résultat en JSON sous cette forme. Donc, le JSON, c'est un format de présentation des données qui est très couramment utilisé sur Internet. Hop. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Excusez-moi. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, là, je lui donne un template et l'outil va m'envoyer ça. Et donc, ensuite, ça, je peux le passer à un programme, je peux l'afficher sur une page Internet, etc. Je peux remplir des tableurs, etc. Donc, ça, c'est un conseil qui peut être très utile. C'est une pratique qui peut être très utile dans certains contextes quand on a besoin de s'assurer que le résultat va obéir à une forme particulière. On peut également demander des tableaux. Ça, on en a vu un exemple tout à l'heure. Une pratique avancée aussi, c'est plutôt que de poser directement la question qu'on veut à l'outil,
de lui dire tu vas procéder étape par étape dans ta réflexion. Parce que finalement, on a dit que les LLM ils génèrent le prochain token. Et en fait, ça veut dire qu'ils sont dépendants du chemin qu'ils ont suivi. Si le premier token, le premier mot qu'ils vont générer, l'envoie dans une direction donnée, ensuite, le modèle va suivre cette direction et il n'a aucune chance de revenir sur la direction que peut-être on voulait qu'il suive. Donc parfois, il faut un peu lui dire à l'avance quel chemin de raisonnement on veut qu'il suive. Donc par exemple, admettons que je veuille qu'il analyse le mercato de l'OM. Donc plutôt que simplement lui dire analyse le mercato de l'OM, je vais lui dire comment je veux qu'il procède. Donc je vais lui dire voilà, d'abord tu listes les départs et arrivées, ensuite tu évalues l'impact sur chaque ligne de jeu, et ensuite tu compares le budget utilisé aux autres clubs. Et donc il va pouvoir vous renvoyer des informations structurées de cette manière-là. Non pas structurées dans la forme, mais structurées dans la manière de raisonner. Voilà. On peut également lui donner des contraintes créatives. Là, pour gagner un peu de temps, je ne vais pas vous montrer les exemples, mais on pourrait lui dire, par exemple, explique la rivalité OM-PSG en utilisant uniquement des métaphores maritimes. Alors, je vous montre un exemple de ce que ça peut donner. Donc, il produit tout un résultat un peu lyrique. Je lui ai même demandé de produire une image qui représentait ça. Donc, ça peut être intéressant. Décrit l'ambiance du vélodrome comme si tu écrivais une lettre d'amour. Enfin, voilà, on peut tout à fait jouer en fait sur les capacités créatives de ce type d'outils. On a dit qu'ils hallucinaient, c'est un défaut, mais c'est aussi une capacité, c'est aussi une qualité en fait qui les rend créatifs. Et donc on peut choisir ça. Peut-être pour finir, comment on choisit le bon outil? Je vous donne ma vision subjective du sujet. ChatGPT, il est intéressant lorsqu'on veut de la créativité, lorsqu'on veut avoir des conversations assez fluides. C'est un outil grand public, ChatGPT, qui vise chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne. Il est intéressant aussi grâce à cette capacité à aller faire du search. C'est tout récent, ça fait quelques jours que ça a été intégré, mais c'est très précieux. Donc c'est un peu souvent le choix par défaut. Mais il y a aussi bien d'autres outils, je ne vais pas du tout tous les citer, mais vous donner quelques-uns que j'aime beaucoup. Il y a Claude, qui est un peu le grand concurrent de ChatGPT. Laurent Alexandre, tout à l'heure, a parlé d'Anthropic, de Dario Amedei. Donc, c'est Anthropic qui fabrique Claude. Claude, il est très fort, il est très analytique, donc très bon sur des tâches plutôt d'analyse, de génération de code informatique, par exemple, lorsqu'il faut que les réponses soient très structurées. Il y a aussi un élément très intéressant chez Anthropic qui est un outil d'amélioration des prompts. Donc, si vous ne savez pas comment écrire un bon prompt, Claude peut vous aider à écrire un bon prompt. Là aussi, je vous montre l'exemple pour gagner un peu de temps. Donc, par exemple, moi, j'avais fait un prompt tout pourri, analyse tactique détaillée du système en 3.5.2. Et donc, je vais sur le site, improve an existing prompt, donc améliorer un prompt existant. Je lui dis ça. Et là, il fait tout son raisonnement et il me sort un prompt très long que ensuite je peux tester, qui me permet ensuite, là vous voyez pas, c'est trop petit, ouais, vous voyez toujours pas, mais qui me permet ensuite d'avoir une réponse beaucoup plus structurée, beaucoup plus réfléchie à ma réponse. Donc ça vraiment, je crois que Claude l'a sorti hier ou avant-hier, c'est vraiment tout récent. Et c'est un outil extrêmement utile. Alors, pas tellement quand vous voulez faire un prompt pour une fois, pour une question que vous vous posez, parce que vous n'allez pas passer une demi-heure à trouver le bon prompt. Ce ne serait pas du tout efficace. Par contre, si ce prompt-là, vous allez avoir besoin de le faire tourner des dizaines, des centaines, des milliers de fois, parce que c'est des tâches répétitives, mais avec un élément dans le prompt qui va changer régulièrement, par exemple parce que c'est des documents que vous voulez processer, vous avez des milliers de documents à processer, que ce soit directement dans l'interface ou via ce qu'on appelle une API, donc vous pouvez l'appeler depuis un autre système informatique, là, ça vaut le coup de travailler sur le prompt, de passer un petit peu de temps. Peut-être que vous allez y passer un quart d'heure ou une demi-heure, mais avec un retour sur investissement derrière qui peut être extrêmement intéressant. Un autre outil qui est assez utile, c'est Perplexity, qui est plutôt pour aller faire de la recherche d'informations récentes. Perplexity, c'est un chatbot qui va aller chercher
des réponses, notamment sur des sites d'information ou sur l'Internet en général, qui va vous structurer les réponses en citant ces sources et en valorisant les sources, donc avec une approche plus journalistique, on va dire, du sujet. Voilà, je pense que j'ai dépassé mon temps ou atteint mon temps.